Tous, bienvenue à l'enseignement qui va vous présenter les maladies prévalentes en kinésithérapie libérale en France. Je me présente, je m'appelle Étienne Panchou, nous nous sommes déjà vus au premier semestre, je suis maître de conférences universitaire associé à l'école universitaire de kinésithérapie Centre-Val de Loire à l'université d'Orléans. Je suis responsable pédagogique du grade master et des maladies du champ musculo-squelettique. Et donc, pour 50% de mon temps, je m'occupe de l'école. Et pour 50% de mon temps, je suis kinésithérapeute libéral à Blois, dans le Loir-et-Cher. Les objectifs du cours sont très simples. C'est connaître les maladies prévalentes en kinésithérapie libérale, connaître les champs d'intervention des kinésithérapeutes libéraux. Et puis comprendre aussi l'intérêt de la recherche dans l'amélioration continue des formations en santé, puisque l'objectif, vous allez voir, de notre étude, c'était bien d'améliorer la formation des jeunes qui viennent se former à la kinésithérapie à Orléans. Le plan de cours est très simple. D'abord, on va vous expliquer pourquoi nous avons fait une enquête à l'aide de mes collègues qui travaillent avec moi à Orléans. Quelles sont les dimensions interrogées dans le questionnaire d'enquête? Ensuite, nous verrons les résultats de cette enquête avec les maladies prévalentes rencontrées par les kinésithérapeutes libéraux. Et enfin, les perspectives. Alors, pourquoi cette enquête à l'école universitaire? Déjà, un constat venu du retour des étudiants. Il existe une discordance entre les enseignements dispensés et les maladies rencontrées en stage. Constat vécu par les étudiants. Et du coup, les enseignants, nous, on a eu une hypothèse, c'est que nos enseignements étaient peut-être en décalage avec les maladies prévalentes rencontrées en stage. Ou en tout cas, en termes de ratio horaire, de temps consacré à certaines notions, peut-être qu'il y avait un décalage. Effectivement, il y en avait un. Donc, cette enquête, le but de cette enquête, c'était de réduire ce décalage. Alors, un bref historique, vous connaissez déjà un petit peu l'historique de notre profession, mais finalement, vous voyez qu'on avait une maquette en 89 que vous voyez en haut, on ne la détaille pas, ce n'est pas le sujet du cours. En 2015, là, on a eu au journal officiel quelque chose qui a été publié, c'est notre réforme des études. Dans cette réforme des études, on a des UE 19 à 24, dans un gros groupe qui s'appelle Sciences et ingénierie en kinésithérapie, qui change les quotas d'heures. On a beaucoup plus d'heures de TD, beaucoup plus d'heures de temps personnel, mais alors, tout proche de moi, là, je me contorsionne pour vous montrer, dans le logiciel, beaucoup moins d'heures de cours magistraux. Pédagogiquement, c'est totalement normal. Les cours magistraux, on sait depuis très longtemps que ce n'est pas en cours magistral que on progresse en termes de compétences au lit du malade. Donc, il est complètement normal que cette réforme redistribue les cartes. Par contre, ça redistribue aussi les enseignements, et c'est pour ça qu'on a fait cette enquête. Et alors, je vous ai mis un petit supplément. En 2021, à l'école, nous avons écrit un projet pour une maquette nouvelle, expérimentale, déposée au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais aussi au ministère de la Santé. On attend encore la réponse pour savoir s'il y avait à mettre en œuvre. C'est pour ça que je vous ai mis un petit point d'interrogation là à côté de moi. Et dans cette maquette, on va aussi se servir de ces résultats d'études pour vraiment faire coller nos enseignements à la réalité du terrain. Alors, qu'est-ce qu'on a interrogé dans ce questionnaire? On a interrogé tout simplement, là il y a une petite faute en bas, mais j'y reviendrai. On a fait une étude prospective transversale par questionnaire, on a diffusé le questionnaire et on a interrogé les groupes de pathologies d'abord, qui sont rencontrés par les kinés, sur une échelle de Likert très simple à 4 points. Est-ce que je les rencontre? Jamais, très rarement, fréquemment, très fréquemment. On a laissé des questions ouvertes, libres, pour que les gens puissent proposer des maladies qu'on n'avait pas proposées, et puis s'exprimer librement sur le questionnaire. Et on a après une autre dimension qu'on a évaluée, c'était les éléments bibliographiques de la population que je vous présente tout de suite. On a eu 687 réponses, c'est donc un échantillon qui représente la population, ça représente 1% des libéraux. Et on a en gros 60% des gens qui se déclarent travailler plutôt en ville qu'à la campagne. Et là, il y a une petite erreur sur mon diaporama, je viens de m'en rendre compte. C'est bien 10 kinés ou plus dans 24 départements qui ont répondu. C'est-à-dire qu'on a une étude qui va plus loin que la région Centre-Val de Loire, qui représente pas tous les départements, mais qui a eu vraiment une bonne participation, je dirais, à l'échelle nationale. Donc voilà, je reprends rapidement, mais ce qu'on doit donc retenir, c'est que voilà, cette étude elle est prospective, transversale par questionnaire.
Et puis voilà, il y a une diffusion, on attend et on a les résultats. Et la question principale, c'est donc, selon vous, rencontrer des patients présentants. Et ça, je vous l'ai déjà dit, tout est déjà expliqué. Ce sont les dimensions du questionnaire qui ont été interrogées. Alors, les résultats. Quelles sont les maladies prévalentes? Bah déjà, quel groupe de maladies? On appelle ça des champs d'intervention. Et bien là, très clairement, vous voyez ici, je les ai classés par ordre de pourcentage de réponses très fréquemment et fréquemment, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai réuni les gens qui mettaient fréquemment et très fréquemment ensemble versus les gens qui disaient « Ah, je les vois pas ». Et donc, vous voyez que le champ musculo-squelettique, les maladies musculo-squelettiques sont celles qui sont le plus rencontrées en kinésithérapie libérale. Derrière, il y a les maladies rhumatismales, puis neuromusculaires, spécifiques, on va voir ce que c'est après. On va détailler l'ensemble des choses après, cardiaque et respiratoire ensuite, et tout en bas, de façon plus lointaine, les maladies tégumentaires. On parle bien de kinésithérapie libérale. Les chiffres seraient certainement très différents si on avait réussi à obtenir des chiffres de gens dans le salariat. En tout cas, ils pourraient être différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a une prédominance du musculo-squelettique, puisque, en fait, dans les groupes de maladies évalués par le questionnaire, on a séparé les rhumatismes du champ musculo-squelettique, mais en vrai, ça fait partie d'un même grand groupe de maladies. Mais voilà, on a dit plutôt du coup, on a caractérisé les maladies du champ musculo-squelettique dans le questionnaire comme étant des maladies ponctuelles, et les rhumatismes comme étant des maladies chroniques, si vous voulez. Voilà. Alors, voyons point par point, là, on va redétailler un petit peu, et j'ai sélectionné dans ce tableau les trois lauréats de chaque groupe. La lombalgie, la cervicalgie, la tendinopathie de l'épaule sont les trois maladies, si on peut considérer que ce sont des maladies, parce que c'est un vaste débat, je ne rentre pas là-dedans, mais maladies musculo-squelettiques, on voit que le rachis est très important, et les maladies liées à l'épaule. Ça, c'est les trois lauréats. On verra le détail ensuite des autres propositions. Pour les maladies neuromusculaires, vous voyez un petit monsieur là qui a la maladie de Parkinson avec des tremblements, quelqu'un qui marche à petits pas, un peu penché en avant, qui peut avoir aussi des problèmes d'élocution, des problèmes aussi pour déglutir. Eh ben, les kinés voient majoritairement des personnes malades de la maladie de Parkinson lorsqu'il s'agit de maladies neuromusculaires. C'est assez intéressant, il y a des techniques de rééducation très modernes comme la technique LSVT-BIG dont mon collègue Fabrice Miguel mon collègue Fabrice Miguel, enseignant aussi à l'EUKCVL, connaît très bien, qui sont des techniques de rééducation assez modernes, on peut dire nouvelles en tout cas en France, qui doivent, on doit insister, nous, dans nos enseignements sur ces maladies-là. Et vous devez, ceux qui viendront travailler avec nous là-dessus, avoir un temps sur ces maladies plus important que sur d'autres parce que plus prévalentes. Là, vous voyez un petit bébé qui a des bronches un peu remplies. Ben, ça nous a un peu surpris. C'est-à-dire que le top du top des maladies cardio-respiratoires en libéral, c'est la bronchiolite, donc une maladie de l'enfant, obstruction de l'enfant, le rhume de l'enfant, en quelque sorte. Étonnamment, grâce à la Covid, il n'y en a pas cette année. Parce qu'on est masqué, parce qu'on se lave les mains, parce qu'on a moins d'interactions sociales, malheureusement. Et donc, forcément, il y a moins d'infections, il y a moins de grippe, il y a moins de tout ça, et il y a moins de bronchiolite. On en a très très peu cette année. Certainement que si je refais cette étude à l'heure actuelle, la bronchiolite descend largement. Mais la BPCO aussi puisqu'il y a moins d'infections pulmonaires dans son ensemble à cause de grâce. Voilà. Dans ce cas-là, plutôt grâce à l'épidémie, mais on ne peut pas dire qu'on ait que des choses positives liées à cette épidémie. Donc voilà. Pour les maladies rhumatismales, sans trop de surprise, l'arthrose, la polyarthrose est en tête. Derrière, une surprise pour nous, ça a été la fibromyalgie, aussi appelée hypersensibilité à la douleur, c'est-à-dire les douloureux chroniques assez globalement. Et enfin, je ne vois pas trop, la spondylarthrite ankylosante qui arrive en troisième position, pardon. Pour les maladies tégumentaires, toutes les troubles liés à la cicatrice, évidemment, à la chirurgie plastique, aux brûlures, mais on voit bien que là, ça va être, pour les cicatrices, donc c'est assez prévalent, mais pour le reste, c'est des suites de chirurgie du sein, par exemple, beaucoup, et pour les brûlures, c'est aussi des brûlures liées à la radiothérapie et à des techniques, je dirais des options d'intervention médicale qui parfois ont des conséquences sur la peau, voilà. On ne parle pas forcément des brûlures des grands brûlés, pas que en tout cas. Voilà.
Là, ce que vous avez en image, c'est une cicatrice axillaire ici, qui va venir enraidir l'épaule. Donc, on a tout intérêt à travailler sur la structure de la peau pour permettre au bras de se lever et de s'étendre. Et donc, c'est pour ça qu'aussi que ce traitement de la peau est important par les kinésithérapeutes. Et pour les maladies dites spécifiques, alors j'aime pas le terme spécifique, mais c'est indiqué comme ça dans la réforme de 2015. Je trouve que c'est pas un terme qui convient, mais j'ai pas révisé la réforme et déjà elle était très bien cette réforme. On a un groupe de gens, parce que là on peut pas dire que c'est une maladie de vieillir, mais le groupe de gens qui font partie de ce qu'on appelle la gérontologie, ou voilà, et ben arrive en tête. Évidemment, on soigne comme beaucoup de collègues professionnels de santé des personnes plutôt âgées. Vient en second les pathologies du sportif, toutes regroupées, et enfin l'oncologie. Alors, voyons maintenant par région anatomique, d'accord, dans les pathologies musculo-squelettiques. Donc là, on a fait dans le questionnaire, on a ciblé un peu plus les régions anatomiques. Pourquoi? Parce que comme on a des enseignements parfois qui sont par région anatomique, ça nous semblait pertinent de savoir si une région anatomique nécessitait beaucoup de temps ou si elle en nécessitait un petit peu moins parce qu'il y a moins de choses à faire. Bon, je dirais, sans surprise, au niveau du membre supérieur, les trois gros groupes sélectionnés par les répondants tournent autour de l'épaule. L'épaule, c'est une articulation complexe avec ce qu'on appelle une coiffe des rotateurs, une coiffe qui vient coiffer l'humérus avec plein de petits tendons qui bougent dans tous les sens et qui ont toutes des actions très importantes et c'est une articulation pas compliquée mais complexe et du coup forcément très utilisée, suspendue, donc pourvoyeur de difficultés. Vous voyez qu'après ensuite, on a la tendinopathie du coude, donc là on parle d'une lésion musculaire, lésion du tendon, voilà, et après on a d'autres types plus traumatiques, fractures et ainsi de suite, mais beaucoup moins recensés, vous voyez qu'en pourcentage, c'est beaucoup plus faible. Au niveau du tronc et du bassin, pas de grande surprise, hein, cervicalgie, lombalgie, dorsalgie, le rachis. Le rachis est un motif de consultation important. Le quatrième, c'est l'hernie discale lombaire. Ça reste le rachis. Donc, aucune surprise là-dessus. Vous voyez que c'est des pourcentages à plus de 90%. Il y a quelque chose qui nous a surpris, c'est la scoliose de l'enfant. Pourquoi j'ai mis que ça nous surprenait? Parce qu'en fait, dans les indications en kinésithérapie, à l'heure actuelle, il est peu indiqué de rééducation pour la scoliose de l'enfant, si ce n'est l'activité physique et le fait de développer la cage thoracique pour avoir toujours une capacité pulmonaire forte et que même s'il y a un enraidissement, même s'il y a quelque chose qui se passe, les poumons vont travailler à cette expansion thoracique. Donc finalement, là, ça nous a aussi interpellés puisque vous allez, je dirais, parfois être confronté aussi à cette ambivalence avec des indications de rééducation qui ne sont pas forcément fortes, mais avec des patients qui viennent quand même vous voir, il va falloir expliquer, éduquer, et donc vous aurez un rôle d'éducation, et non pas de juste de dire attendez, je fais rien pour ça. Non, il faudra expliquer, il faut faire du sport, patati patata, voir s'il y a éventuellement des choses à faire, mais ça nous a un peu interpellés. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai encadré en rouge. En dessous, vous voyez aussi que les pourcentages baissent beaucoup, on retrouve quelques fractures, ainsi de suite. Donc voilà. Alors là, sur la jambe et le pied, sans aucun doute non plus, vous voyez que l'entorse de cheville est la maladie du pied que nous soignons. En dessous, il y a les lésions musculaires. On peut parler des tendinopathies d'Achille, par exemple, enfin, toutes ces choses-là. Mais vous voyez que là, l'entorse de cheville est clairement, je dirais, la maladie qu'on a l'habitude de soigner. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler pour que vous sachiez rééduquer tout le reste. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas ne pas avoir beaucoup d'heures et ne pas être bien calé quand on sort de l'école universitaire de kiné sur l'entorse de cheville. Au niveau de la hanche et du fémur, là on retrouve plutôt des lésions musculaires. Il y a beaucoup de gros muscles, quadriceps, ischio-jambier, psoas, fessier, piriforme, voilà. Et puis après, évidemment, la prothèse totale de hanche et tout ce qui est traumatique. Au niveau du genou, bah là, c'est pareil. Au niveau du genou, l'arthrose arrive en premier. Vous pouvez lier ça aussi au fait qu'on ait des patients parfois un petit peu âgés. Et puis, le syndrome fémoro-patellaire arrive en second. Et là, c'est plutôt une maladie ou un syndrome qu'on retrouve plutôt chez les jeunes, un peu sportifs. Ensuite, vous voyez le traumatisme qui arrive avec les entorses du genou.
Voilà, vous connaissez tous les croisés. Je me suis fait les croisés, cette expression. Voilà, je me les suis fait, je me les suis plutôt défait en fait. Mais voilà. Et puis après les pathologies méniscales et viennent ensuite la chirurgie du genou avec les prothèses, l'arthroscopie et ainsi de suite. Sur les maladies neuromusculaires, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est très simple. Vous avez vu qu'il y avait la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires. Derrière, on a le syndrome canalaire. Le syndrome canalaire, c'est quoi? C'est tous les endroits où les nerfs passent dans le corps et où ils peuvent être compressés. On connaît très bien le canal carpien. On connaît aussi ici, parce que vous êtes forcément cogné là, si vous appuyez dans la gouttière du nerf cubital, ça va vous fourmiller dans le petit doigt. Donc on a l'habitude de se cogner là et de se faire mal. Et puis après, il y a la sclérose en plaques comme grande maladie qui arrive. Et vous voyez là aussi, juste après la maladie d'Alzheimer, qu'on peut rapprocher de la gérontologie, puisque évidemment, des malades d'Alzheimer très jeunes, il y en a très peu, heureusement. Voilà. Et après, on a tout ce qui est traumatique, paraplégie, tétraplégie, blessé médulaire la plupart du temps, pas que, mais quand même. Et là, vous voyez que c'est beaucoup moins. Mais par exemple, si on demandait en centre de rééducation la prévalence de la paraplégie et de la tétraplégie, elle serait certainement beaucoup plus importante qu'en libéral. Donc, il faut pas, c'est pas à partir de cette étude qu'on fait tout. Faut avoir un peu de mesure. De la même manière, avec l'arrivée de la Covid-19, certainement que la maladie de Guillain-Barré qui est tout en bas, montrer un petit peu, puisqu'on sait que associé au Covid, à la Covid, il y a des syndromes de Guillain-Barré, et du coup, c'est un mouvement. Donc, il faut aussi être capable de s'adapter et de suivre un petit peu ce qui se fait, ce qui arrive sur le terrain pour pouvoir répondre à la demande et aux besoins du territoire. Là, je vous ai encadré les quatre maladies les plus fréquentes, sachant que la sclérose en plaques présente des signes et symptômes qui peuvent ressembler aux signes et symptômes de l'accident vasculaire cérébral. Voilà, on peut avoir quelqu'un qui a à peu près le même besoin en termes de rééducation, mais sur une origine du problème différente. Les maladies cardio-respiratoires, donc là, je vous ai déjà dit que la bronchiolite nous avait beaucoup surprise et qu'aujourd'hui, elle serait certainement même pas dans le tableau puisqu'on n'en a pas. Vous voyez aussi que tout ce qui est chirurgie et post-chirurgie n'apparaît pas forcément puisque c'est une enquête en kinésithérapie libérale. Donc là encore, il faut raison garder sur l'interprétation de ce qu'on peut en faire en termes de curriculum de formation. Les maladies rhumatismales, l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante et la fibromyalgie, j'en ai parlé tout à l'heure, se détachent largement. Ce sont les maladies générales rhumatismales les plus fréquemment retrouvées. Ce qui était très intéressant, et on a fait un gros focus là-dessus ces 5 dernières années à l'école universitaire de kinésithérapie Centre Val de Loire, notamment grâce au docteur Douri Panchou, qui est spécialisé dans la douleur chronique, que vous allez avoir ou que vous avez déjà eu dans le semestre à venir, qui a fait un gros boulot pour nous permettre de progresser, nous, dans nos enseignements sur la douleur à l'EUK-CVL. Et puis les maladies tégumentaires, j'en ai parlé dans le tableau général, je n'y reviens pas. Quelles sont les perspectives de cette enquête? On adapte les enseignements à la prévalence des maladies. Ça, c'était l'objectif numéro 1. On le fait, on continue à le faire. Par contre, il faut mettre à jour ces résultats. J'ai mis beaucoup de nuances dans ce que j'ai présenté aujourd'hui. Et vous vous rendez compte que finalement, si on veut vraiment coller à ce qui se fait, il faut, surtout avec la crise sanitaire, là, il va falloir actualiser nos résultats. Et donc, cet été, le travail a déjà démarré avec un étudiant de master à l'école. On va relancer certainement cette enquête en l'améliorant parce qu'elle a beaucoup de biais. J'ai pas parlé des biais, mais il y en a énormément. Le choix des maladies est un peu discutable. Le choix des groupements de maladies est discutable. Le mode de diffusion est discutable. Il y a beaucoup évidemment de biais. Les biais, vous les lirez si vous avez envie, dans l'article qui sera mis à votre disposition sur CELED, associé au cours, puisque l'article complet qui est paru dans Kinésithérapie la revue sera mis en ressources, non pas à apprendre par cœur, détendez-vous, mais bien à lire pour ceux que ça intéresse.
Il ne faut pas aussi oublier ici, là, les besoins du territoire, non identifiés par l'enquête. Par exemple, les maladies du système vestibulaire, on n'en parle pas, mais il y a de la rééducation vestibulaire. C'est très spécifique, c'est peu fréquent, mais il faut quand même que l'école enseigne cette rééducation, au moins le triage de ces maladies. Les maladies de la sphère génito-sexuelle, là aussi, c'est pas retrouvé dans l'enquête, mais la kinésithérapie sert aussi en postpartum, en prépartum, sur les vicies neurologiques, sur enfin, post-traitement prostatique. Donc il y a quand même là aussi des choses qui ne sont pas retrouvées dans le questionnaire qu'on ne peut pas omettre complètement. Ça serait enlever de la formation des choses très importantes, tout comme la sphère maxillofaciale, ou les maladies chroniques qui n'apparaissent pas, mais qui sont souvent des comorbidités, c'est-à-dire des maladies associées à un contexte, telles que l'obésité, par exemple. Quel est le traitement de l'obésité pour la kinésithérapie? Éducation à la santé, activité physique, activité adaptée, avec un réseau de soins, avec, je dirais, une collaboration interprofessionnelle forte. Mais voilà. Donc, il faut aussi ne pas oublier les besoins du territoire et ne pas se dire que cette enquête a valeur d'alpha et l'oméga de ce qu'il faut que les étudiants apprennent. Et ne pas oublier l'exercice salarié. L'exercice salarié, comme je le mets ici, on n'a pas de données disponibles. On a beaucoup de mal à avoir les données. On a même du mal à avoir des réponses de l'Agence régionale de santé, puisque les mêmes étudiants qui travaillent sur le questionnaire en libéral auraient voulu travailler sur le questionnaire, sur un questionnaire ou sur une enquête quantitative, plutôt sur des données chiffrées, grâce à l'ARS, grâce à la CPAM, mais on n'a pas de réponse pour l'instant de ces structures, ce qui est bien dommage, mais on ne désespère pas d'en avoir. Et sinon, on passera à une enquête un petit peu dégradée, donc on verra. Voilà, finalement, qu'est-ce que vous devez savoir dans ce cours? Vous devez, en gros, savoir le premier tableau avec les maladies les plus fréquentes. Voilà. Vous devez savoir tous les champs d'intervention. Vous devez, je dirais, vous intéresser à toutes les professions pour savoir ce qu'elles font. Que vous ayez envie de devenir kiné ou non, ça doit vous interpeller, vous intéresser de savoir ce que font les autres tout au long de votre vie et tout au long de vos cursus, évidemment, mais tout au long de votre vie. Parce que tout seul, on va plus vite, ça c'est clair, mais ensemble, on va beaucoup plus loin et on travaille mieux. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage dans cette année qui est, nous le savons et nous en avons conscience, difficile. J'espère que la crise sanitaire va tranquillement nous laisser tranquilles, au moins pour que vous puissiez avoir une vie, une jeunesse un petit peu plus épanouie, même si cette année est certainement remplie de travail et de difficultés d'être derrière des vidéos en permanence. Donc voilà, tous nos messages d'encouragement depuis l'Université d'Orléans et de l'École universitaire de kinésithérapie Centre-Val de Loire, on est à vos côtés et voilà, on sait que c'est difficile. Bon courage à vous, bonne journée.